Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. pour ce nouveau webinaire. Un webinaire au format régional qu'on vous propose aujourd'hui sur le signalement d'arrêt de travail DSN, un webinaire spécial organisme de service public. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle session. Avant de vous présenter les modalités techniques et le déroulé du webinaire, nous allons nous présenter, je dis bien nous, puisque effectivement nous sommes sur un webinaire au format régional aujourd'hui. Et donc, nous sommes 3 représentants, 3 chargés de relations d'entreprise des caisses primaires d'assurance maladie. Donc, je suis Anthony Mérigeau à la CPAM de Charente et je suis chargé de relations d'entreprise à la caisse d'Angoulême. Et je vais laisser la parole à mes collègues pour qu'elles puissent se présenter également. Anita Junier, chargée de la relation entreprise dans les Deux-Sèvres pour la CEPAM de Niort. Bonjour, alors je suis Laurence Beyre de la CPM des Landes, chargée de la relation des entreprises sur la CPM de Mont-de-Marsan. Merci mesdames. Alors, juste pour rappel au niveau des modalités du webinaire, on vous rappelle que vos micros et vos caméras sont coupés. Toutefois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la rubrique Q&R sur Zoom, questions-réponses. On va dans un premier temps vous faire une présentation générale sur une durée de 55 minutes, 1 heure, et puis on prendra le temps de répondre à vos questions de vive voix, sachant que Laurence pourra également répondre directement dans la rubrique questions-réponses aux questions que vous pouvez d'ores et déjà vous poser. Le support qui va vous être présenté aujourd'hui vous sera renvoyé par mail, ainsi que la foire aux questions. Et le replay vous sera mis à disposition. Donc tout ceci, vous pourrez le recevoir dans les prochains jours via notamment un lien sécurisé Blue Files. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez un lien sécurisé Blue Files dans les prochains jours contenant toutes les informations sur le webinaire d'aujourd'hui. Pour avoir une bonne qualité sur le webinaire d'aujourd'hui, pour avoir une bande passante suffisamment correcte, on va se permettre simplement de couper la caméra le temps du webinaire et puis on pourra la rallumer en fin de webinaire pour voilà, avoir une qualité optimale. Donc sur le webinaire d'aujourd'hui, donc on est effectivement sur un webinaire dédié au signalement d'arrêt de travail DSN pour la fonction publique. On va vous présenter le sommaire, mais avant la présentation du sommaire, peut-être que certains d'entre vous, alors ne nous connaissent pas, on souhaitait vous faire un focus assez rapide sur notre rôle au sein des caisses primaires d'assurance maladie. Donc, nous sommes chargés de relations d'entreprise. Euh, on vous accompagne de manière générale dans vos déclarations vis-à-vis de la CPAM. Puisque on a aujourd'hui au niveau de la réglementation des évolutions constantes. Donc le CRE, il est les services paye, les services RH et comptabilité à comprendre vraiment les enjeux et les déclarations, à sécuriser justement ces déclarations. Et on parle aussi beaucoup plus depuis ces dernières années de qualité de flux. La qualité des flux, c'est ni plus ni moins que l'application de la réglementation à travers des outils en ligne. Donc les outils en ligne, vous les connaissez, on a Net Entreprise, on a le signalement d'arrêt DSN dont on va parler aujourd'hui, on a la déclaration d'accident de travail, voilà, tout autre service qui peut se retrouver sur Net Entreprise, notamment via le bouquet de services de l'assurance maladie qui s'appelle le compte entreprise. Donc, on se positionne, nous, aujourd'hui, en tant que consultant, mais un vrai relais de confiance qui permet de résoudre des blocages techniques, des blocages réglementaires aussi, de vous orienter vers des bons interlocuteurs et puis de vous proposer des informations, notamment sur la prévention, sur les dispositifs que vous pouvez aussi auxquels vous pourrez recourir pardon, sur la désinsertion professionnelle. Donc, toutes ces informations, tout cet accompagnement, on le fait aussi bien en webinaire comme aujourd'hui. On peut le faire aussi de manière présentielle sur des réunions collectives, sur des visites individualisées, donc en entreprise ou au sein de vos établissements, collectivités aussi, sur mesure.
Et puis, vous pouvez aussi recevoir des informations par mail, mais attention, vous connaissez le service employeur, le 36 79, qui lui va uniquement gérer la partie réclamation, la partie suivi de dossier. Le chargé de relations d'entreprise, lui, ne va pas gérer cette partie-là. On est vraiment dans l'accompagnement technique, mais on va pas faire le suivi de A à Z du dossier. Donc voilà l'information qu'on souhaitait vous transmettre sur le CRE. Et au sujet du 36 79, en fin de webinaire, on vous donnera une information sur une actualité de ce début d'année. Le sommaire d'aujourd'hui qu'on vous propose, c'est déjà redéfinir le signalement d'arrêt de travail en DSN. Pourquoi l'utiliser et surtout quand l'utiliser. On fera également un focus sur les étapes de votre saisie d'un point de vue technique et quelles sont les différentes rubriques à renseigner lorsqu'on envoie un signalement d'arrêt de travail DSN depuis votre logiciel de paye. Et puis, une fois que le signalement est envoyé, on va voir comment vous pouvez le suivre sur le tableau de bord DSN, donc un service de Net Entreprise. Le signalement d'arrêt de travail en DSN, c'est quoi? Alors déjà, pour recontextualiser un petit peu, il faut avoir à l'esprit qu'il existe deux types de DSN. On va avoir une DSN plutôt cyclique, qui va revenir tous les mois, c'est la DSN mensuelle. La DSN mensuelle, clairement, elle est issue de la loi Warsmann de 2012 et elle a dit, bah, on va venir remplacer toutes les déclarations sociales qui étaient faites par les entreprises chaque mois pour simplifier, c'était vraiment le but premier, simplifier les démarches en envoyant en un flux unique dématérialisé depuis le logiciel de paye l'ensemble des données de mon entreprise, l'ensemble des données qui concernent mes agents, les contrats de travail, toutes les données de mon logiciel de paye, je vais pouvoir les transmettre chaque mois, une fois que la paye est établie. Donc ça, c'est la DSN mensuelle qui est à destination de différents organismes de protection sociale. Et puis, en parallèle de ça, on a un signalement d'arrêt DSN qui est possible. Ce signalement d'arrêt DSN, d'un point de vue technique, il peut être à destination de différents organismes. Heu, Ce signalement DSN, il va se manifester, ou on peut là aussi l'appeler événement, une DSN événementielle. Il va se manifester parce que votre agent va avoir au cours de sa vie professionnelle, de sa carrière professionnelle, différents événements qui peuvent être pris en charge, qui peuvent être traités par des organismes de protection sociale, notamment l'arrêt de travail ou la reprise de travail. C'est un événement pris en charge ou du moins traité par l'assurance maladie. Et on a un événement fin de contrat qui est lui, par exemple, traité par France Travail. Donc on a vraiment ces deux flux DSN, la mensuelle et le signalement d'événements. Alors clairement, comment ça fonctionne? L'employeur a un logiciel de paye compatible à la norme NeoDes. Il va transmettre la, la DSN mensuelle, donc qui est une photographie de la paye finalement, chaque mois. Ce flux DSN va être traité par le système d'information DSN. Et avant le 5 ou le 15 du mois, ce flux doit être envoyé. Alors je dis avant le 5 ou le 15 du mois, c'est une question qu'on a eue mardi dernier, j'en profite. Tout dépend de la taille de l'établissement, de la taille des effectifs de l'établissement. Donc certains vont l'envoyer avant le 5 du mois, certains auront une date butoir jusqu'au 15 du mois. Voilà, petit aparté. Le signalement d'arrêt de travail, lui, il sera envoyé, pas tous les mois au contraire, mais uniquement quand l'occasion se présente. C'est-à-dire lorsque votre salarié aura un arrêt de travail, que ça soit sur un motif maladie, maternité, paternité par exemple, ou un risque professionnel, accident de travail ou maladie professionnelle. Et donc là, l'employeur envoie ce signalement spécifique qui va être reçu par l'assurance maladie. Et il sera envoyé dans les 5 jours dès que l'employeur a connaissance de l'arrêt de travail. Deux informations importantes tout de même, à savoir que la DSN mensuelle n'est pas reçue par l'assurance maladie, elle n'a pas connaissance de cette information, contrairement à l'URSSAF ou à d'autres organismes par exemple. Par contre, l'assurance maladie va recevoir le signalement d'arrêt DSN parce qu'il est spécifique au traitement de la CPAM. Alors, à l'écran ici, vous avez un CERFA d'attestation de salaire. CERFA d'attestation de salaire qui est plutôt orienté sur le motif maladie, maternité, paternité, ou accueil de l'enfant, adoption, voire congé de deuil également. Les informations que vous avez sur la gauche de l'écran en violet sont des informations qui sont issues du bloc 60. Le bloc 60 en DSN, c'est le bloc arrêt de travail. Autrement dit, ces informations, on peut intervenir manuellement au moment
où on va transmettre le signalement d'arrêt DSN. Donc, que ça soit sur le risque du signalement de l'arrêt de travail, c'est-à-dire maladie, maternité, paternité, etc., la date du dernier jour de travail ou les dates de subrogation. Donc, on reviendra sur la notion de dernier jour de travail et date de subrogation tout au long du webinaire. Sur la partie droite de l'écran, vous allez avoir les informations concernant les données qui sont déjà intégrées dans le logiciel de paye, les données issues des DSN mensuels antérieurs. Autrement dit, au moment où vous allez envoyer votre signalement, vous n'aurez pas besoin de renseigner toutes ces informations puisqu'elles sont déjà intégrés dans les différents blocs de la DSN. On a notamment le bloc 11 et le bloc 12 sur les coordonnées de l'IBAN et sur les coordonnées de l'employeur, numéro SIRET, etc. Le bloc 30 qui est très important, qui est relié aux coordonnées de l'assuré, son numéro de sécurité sociale, son nom, prénom, sa domiciliation. Le bloc 40, 53 et 51 qui est relié au bloc contrat, qui est relié également au bloc rémunération et au bloc contrat de travail. Donc ces informations-là, elles sont déjà enregistrées, elles sont déjà intégrées dans votre logiciel de paye. Donc on n'aura pas besoin finalement de de les fournir à chaque signalement. Vous fournissez uniquement les informations de la partie gauche, le risque, le dernier jour de travail et les dates de subrogation. Et toutes les informations de la partie droite vont être embarquées automatiquement parce que vous avez fait des DSN mensuels antérieurs et ça va venir se plaquer sur l'attestation de salaire. Alors, autre information, mais je vais passer assez vite tout de même dessus, sur la partie accident de travail, maladie professionnelle, on a des informations complémentaires qui sont liées aux primes. Sur le CERFA de l'attestation de salaire accident de travail, maladie professionnelle, il y a un cadre dédié, notamment spécifique, c'est le cadre B. Le cadre A, lui, fait référence au salaire de référence, au salaire du mois antérieur au dernier jour de travail déclaré. Et par contre, le cadre B, lui, on va avoir les informations notamment liées aux primes, au rappel de salaire et aux primes. Et donc, sur la partie fonction publique, que ce soit fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, on sait que certains, enfin la majorité du moins, d'établissements n'ont pas de primes à périodicité différente, parce que dans ce cadre B, on va vraiment mettre des primes du type de 13e mois, 14e mois, des primes de bilan, donc des primes qui sont rattachées à une période en particulier. Donc, ça peut être une prime semestrielle, trimestrielle ou annuelle. Donc, on sait voilà, que la fonction publique n'a pas forcément ce fonctionnement-là sur le versement des primes. Il y a souvent des primes mensuelles. Et les primes mensuelles, par contre, elles sont versées mensuellement avec le cadre A. Donc, il n'y aura pas de typage particulier. Toutefois, on voulait quand même vous en parler et peut-être pour les fonctions publiques qui nous ont rejoints aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel si si vous rentrez dans ce cadre-là. Alors, l'arrêt de travail DSN, on a parlé de la DSN de manière générale, l'arrêt de travail DSN au niveau de la fonction publique, donc il est arrivé progressivement de 2020 à 2022 suite à la loi de 2018. Donc la DSN mensuelle, elle est obligatoire depuis 2020, 2021, même 2022. Elle remplace déjà vos déclarations existantes. Pour autant, le signalement d'arrêt de travail DSN, lui, n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Vous allez le voir avec les chiffres qu'on va vous présenter par la suite. Pourquoi? Parce que comme toutes les informations sont issues de votre logiciel de paye, eh bien forcément, on va se diriger vers des taux de conformité beaucoup plus élevés qu'une saisie sur Net Entreprise. Alors, par contre, à qui va s'adresser ce signalement d'arrêt de travail DSN aujourd'hui? Donc, on va avoir les contractuels de droit privé, les contractuels de droit public qui vont être concernés par les signalements d'arrêt de travail DSN. En revanche, les fonctionnaires ne sont pas concernés à ce jour pour les arrêts de travail DSN. On nous a évoqué dernièrement un passage en 2027 pour ce statut-là. On vous propose également un petit récapitulatif avec ce tableau pour bien comprendre, pour bien faire la distinction au niveau de la gestion de vos agents, si vous pouvez envoyer un signalement d'arrêt DSN ou non, et comment ils sont gérés de manière générale. Donc les agents non titulaires ou contractuels, donc les agents IRCANTEC, donc eux, on prend classiquement, j'ai envie de dire, les remboursements de soins, les frais de santé sont pris en charge par la CPAM. Vous pouvez transmettre un signalement d'arrêt DSN pour cette population-là. Et donc, sous réserve d'ouverture des droits, on pourra indemniser un arrêt de travail maladie, paternité, maternité, etc. Également en accident de travail maladie professionnelle et on instruit
ces dossiers-là. Pour les agents titulaires, les agents qui ont cette notion de titulaire, qui sont tout de même IRCANTEC. Alors, il y a deux choses. Donc, ils occupent un poste à temps non complet, donc moins de 28 heures par semaine pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et moins de 24h30 par semaine pour les fonctionnaires d'État. Ils sont tout de même affiliés donc, au régime général. Pour autant, le signalement d'arrêt DSN, comme ils ont ce statut, cette casquette, je dirais, de titulaire, le signalement ne va pas être opérationnel. Pour autant, on peut quand même verser une indemnité journalière maladie, maternité, paternité, accident de travail, maladie professionnelle. On gère aussi les dossiers de risque professionnel pour cette population-là. Et bien entendu, les frais de santé sont pris en charge. Donc pour ces agents titulaires, ça sera une saisie encore sur Net Entreprise à ce jour. Les agents titulaires, par contre, qui ne relèvent pas du régime général, hein, qui cotisent à la CNRACL, donc là, logiquement, vous ne pouvez pas, envoyer, d'attestation de salaire en DSN, étant donné qu'on ne va pas gérer la partie indemnisation et tout de même, les frais de santé sont remboursés, par l'assurance maladie pour ces agents titulaires. Donc je vais à présent laisser la main à Anita qui va poursuivre avec, le signalement d'arrêt de travail, et vous dire quand et comment l'utiliser. Merci Anthony. Donc, oui, pourquoi et quand utiliser donc le signalement d'arrêt de travail? Donc, les paramétrages de votre logiciel de paie sont importants dans le cadre de la DSN. Il faut être vigilant sur les données identifiantes suivantes. Donc, le contrat de travail et la catégorie socio-professionnelle, le bilan d'identification des salariés qui permet de vérifier la bonne affiliation des agents, les types de primes et périodes de rattachement, les gratifications et indemnités, et le contrôle de l'identité de l'individu sur le tableau de bord DSN à consulter à l'issue de la transmission de la DSN mensuelle. Il permet de vérifier le rattachement du salarié à l'affiliation au sein de la sécurité sociale. Donc, il peut être assurance maladie ou voire MSA. Donc, petit rappel, l'usage des signalements est possible pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Donc, il faut avoir un historique suffisant de DSN mensuel, donc 3 mois pour les agents avec une activité standard et 12 mois pour les agents avec une activité discontinue ou pour nous faire un signalement accident de travail trajet. Et pour info, donc le chaînage des informations permet de reconstituer l'historique d'un agent et il se réalise par le numéro de sécurité sociale et non plus uniquement par le contrat de travail. Alors, quand signaler un arrêt de travail en DSN? Alors, quel que soit le mode d'envoi que vous utilisez, Net Entreprise ou DSN, il faut impérativement que vous nous transmettiez les éléments de salaire à chaque réception d'un arrêt d'au moins un jour, mais aussi à chaque changement de risque et également pour chaque période en cas de fractionnement du congé paternité. Le signalement génère d'ailleurs les périodes en plus de l'attestation. Alors, si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous devez effectuer votre déclaration dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Si par contre vous pratiquez la subrogation en DSN, vous pouvez transmettre vos signalements au fil de l'eau ou attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour transmettre vos signalements d'arrêt. Et bien sûr, en cas de prolongation, il ne faut pas réaliser de signalement. Sachez que le risque d'erreur en passant par Net Entreprise est bien supérieur aux événements en DSN. Nous vous invitons donc à prioriser le signalement DSN au maximum car c'est un gain de temps considérable. Alors concernant les avantages de la DSN, avec le signalement DSN, les salaires et périodes d'absence sont transmis automatiquement via les DSN mensuels, que ce soit maternité, paternité, adoption ou accident de travail, maladie professionnelle. Pardon. Ce qui fiabilise donc le calcul, accélère le traitement et le paiement et réduit les rejets d'attestation et permet donc un gain de temps pour l'employeur. Contrairement à la saisie de l'attestation de salaire où les salaires rappels et accessoires doivent être saisis manuellement avec un risque d'oubli ou d'erreur. La double saisie des périodes de congé paternité est nécessaire sur le compte entreprise, ce qui augmente donc le temps de traitement, les rejets d'attestation, les délais de paiement des indemnités journalières et peut entraîner également un calcul d'IJ erroné.
Alors voici quelques données concernant donc toutes les entreprises. En France, le signalement DSN arrêt de travail est utilisé à hauteur de 72%. Les attestations de salaire rejetées issues du signalement DSN par les services indemnités journalières sont de 4%. À l'inverse, des rejets provenant des saisies sur Net Entreprise représentent 16% pour une utilisation de 28%, dont 32% en moyenne pour les rejets en accident de travail, maladie professionnelle. Alors pourquoi l'assurance maladie insiste pour que les organismes de service public passent au signalement DSN? Donc voici quelques données de 2024. Donc lorsque les entreprises utilisent entre 50 et 100% le signalement DSN à hauteur de 80%, la part des organismes du service public est de 32%. Lorsque les entreprises envoient à 16 jours les attestations de salaire, la part en jours des organismes de service public est de 23 jours. Et lorsque les entreprises ont un taux de rejet des attestations de salaire à hauteur de 28%, la part des organismes de service public est à 43%. Le passage donc au signalement des SN va vous aider à améliorer donc le délai d'envoi des attestations de salaire ainsi que le traitement des dossiers d'indemnité journalière par l'assurance maladie qui sera donc plus rapide. Et la qualité des données, comme vu précédemment, les salaires issus de vos DSN mensuels sont repris dans la reconstitution de l'attestation de salaire, suite au signalement DSN. Donc je vais maintenant repasser la main au Tony pour les étapes de la saisie. Merci Anita. Donc effectivement, les chiffres que vous venez de voir sont des tendances. Euh, on est effectivement sur un passage assez récent hein, en DSN au niveau des organismes de services publics. Donc on a bien conscience effectivement qu'il y a eu des gros efforts de fait, des gros travaux menés par vos organismes, déjà pour pouvoir transmettre les DSN mensuels, puis après les signalements d'arrêt DSN. Donc on est vraiment là aujourd'hui pour vous accompagner, pour vous transmettre ce message et vous sensibiliser. Alors le chapitre qui suit pourra vous permettre d'éviter de certains rejets, hein. Les chiffres qu'on vous a montrés, ce sont des données statistiques, mais dans tous les cas, on est en constante amélioration de la part de vos organismes au niveau des flux reçus. Donc avec le webinaire d'aujourd'hui, voilà, vous pourrez encore performer je dirais, sur l'envoi de vos prochains signalements d'arrêt de travail en DSN. Néanmoins, on veut aussi que votre éditeur vous confirme, vous donne le feu vert hein, sur la possibilité de le faire à partir du moment où vous aurez toutes les informations euh, conformes sur l'attestation de salaire que nous, on est en capacité de traiter. Euh, on vous donnera aussi le feu vert. Donc voilà, l'éditeur peut vous donner le feu vert, nous aussi. Donc n'hésitez pas à interagir avec les différents chargés de relations d'entreprise des caisses. Et les informations que vous allez avoir à l'écran ici vont vous permettre justement de vous conforter dans l'idée que un signalement d'arrêt de travail DSN, c'est rapide et on a vraiment une qualité derrière de traitement optimale. Alors, le schéma que vous avez à l'écran ici, c'est ni plus ni moins un exemple de ce que vous pouvez avoir au niveau d'un logiciel de paye sur la partie signalement d'un arrêt de travail ou absence ou arrêt de travail tout simplement. Donc l'ergonomie, elle peut être complètement, et même l'intitulé peut être complètement différent, étant donné qu'il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels sur le marché aujourd'hui, mais ça vous donne un exemple des différentes rubriques qu'on va avoir à compléter. Donc, on a le type d'arrêt, le type de signalement, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle, la reprise, la subrogation. Donc, on va aborder finalement toutes ces notions-là au cours des prochaines slides. Donc, je vous propose qu'on commence par le motif. Donc là, c'est un sujet assez simple, hein. On va simplement s'assurer de la prescription d'arrêt de travail ou du risque si on est sur un congé maternité ou paternité. Donc, on va venir sélectionner simplement le motif de l'arrêt, le motif du signalement pour que la CPM reçoive le bon type d'attestation de salaire.
La date du dernier jour de travail. Donc là, c'est vraiment un gros chapitre. Donc on va vous présenter plusieurs exemples après, parce que le dernier jour de travail, il conditionne non seulement le point de départ d'indemnisation, mais il conditionne aussi l'ouverture des droits. Donc une erreur de dernier jour de travail va entraîner un mauvais traitement par la suite ou un rejet de l'attestation de salaire et donc des possibles régularisations. On va le voir aussi notamment sur un congé paternité, c'est vraiment déterminant de mettre le bon dernier jour de travail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a généralement une règle. La règle, c'est votre agent, s'il n'a pas travaillé le jour de l'arrêt de travail, le dernier jour de travail, ça sera la veille de cet arrêt. C'est vraiment la règle de base. Et en revanche, si l'agent a travaillé le jour de l'arrêt, c'est-à-dire qu'il travaille toute la journée, le soir, il n'est pas en capacité de poursuivre ou de terminer sa journée de travail, il va chez le médecin directement et le dernier jour de travail, c'est le jour de l'arrêt. On pourrait s'arrêter là, mais on va quand même vous dévoiler différents exemples. Le premier exemple avec l'arrêt de travail qui débute le lundi 4 octobre. Votre agent a travaillé jusqu'au 1er octobre. Pour autant, le samedi et dimanche, il ne travaille pas le week-end. Qu'est-ce qu'on va mettre comme dernier jour de travail? On va pas mettre le 1er octobre, on va mettre le 3 octobre. Donc on retient la règle générale, la veille de l'arrêt qui débute le 4. Donc là, c'est bien le 3. Autre cas un peu plus concret, sur un arrêt de travail qui débute le 8 octobre, on va enseigner un dernier jour de travail le 7 octobre. Un autre cas de figure avec les congés payés. Donc, nous avons un salarié qui, par exemple, a des congés payés du 4 au 17 octobre. Donc, pendant ses congés, il va voir son médecin qui va lui prescrire un arrêt de travail à compter du 15 octobre. Donc, on ne va pas retenir le dernier jour de travail au 3 octobre, c'est-à-dire avant ses congés payés. On va vraiment mettre le dernier jour de travail au 14 octobre, c'est-à-dire la veille de son arrêt de travail. Il faut retenir que le dernier jour de travail en cas d'arrêt maladie pendant des congés payés, c'est l'application de la règle générale. Le dernier jour de travail correspond à la veille de l'arrêt. Pour le cas du congé maternité. Alors le cas du congé maternité, on a beaucoup d'attestations de salaire rejetées partout en France, que ce soit par les entreprises appartenant à la sphère privée ou les organismes de services publics. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, on est dans un cas où on a des enchaînements d'arrêts de différentes natures. On peut avoir un arrêt maladie, un congé pathologique. Je rappelle que le congé pathologique est associé au risque maternité. Donc on a ce congé pathologique. On peut avoir un nouvel arrêt maladie ou pas et un congé maternité qui s'ensuit. Quoi qu'il en soit, quand on a ces différentes périodes d'arrêt de travail qui vont s'enchaîner sans reprise de travail, heu, on va retenir un dernier jour de travail commun pour toutes ces périodes-là. Donc pour chacune des attestations de salaire, on va mettre le même dernier jour de travail. Donc ça donne quoi avec l'exemple que nous avons à l'écran? Nous avons, notre salarié qui a travaillé du 1er octobre jusqu'au 7 octobre, sur le mois d'octobre. L'arrêt maladie qu'elle a, suite au 7 octobre est prescrit à compter du 8 jusqu'au 13 octobre. Du 8 au 13, on a un arrêt maladie. Nous avons un congé pathologique d'une durée de 14 jours, du 14 au 27 octobre. Donc, congé pathologique, je le rappelle, associé au risque maternité. On a une indemnité maternité qui est versée systématiquement pendant le congé pathologique. Et nous avons ensuite, enfin, le congé maternité à compter du 28 octobre. Donc là, on a un dernier jour de travail à renseigner pour l'attestation de salaire maladie au 7 octobre, mais pour l'attestation de salaire maternité qui va englober le paiement du congé pathologique du 14 au 27 et le congé maternité à compter du 28, pour cette attestation de salaire maternité, le dernier jour de travail sera aussi le 7 octobre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas repris entre l'arrêt maladie et entre l'arrêt maladie, pardon, et le congé pathologique, et entre le congé pathologique et le congé maternité. Donc on conserve bien le même dernier jour de travail. Alors à présent, au niveau du congé paternité, là, il y a 2 règles à retenir. La première règle, c'est que pour la première période obligatoire, donc suite à la naissance de l'enfant et suite au congé à la charge de l'employeur, pour cette première période obligatoire, le dernier jour de travail, il correspond à la veille de la première période indemnisée par l'assurance maladie. Autrement dit, c'est le dernier jour du congé naissance employeur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en cas de congé paternité fractionné, vous savez depuis 2021 que le congé paternité peut être fractionné.
en trois parties. Pour les périodes restantes, pour les fractions restantes de ce congé paternité, le dernier jour correspondra à la veille de la deuxième ou de la troisième période de congé paternité. Avec l'exemple que nous avons à l'écran, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a notre naissance, la naissance de l'enfant a lieu le dimanche 3 octobre. Le congé de naissance à charge de l'employeur doit être pris, selon le code du travail, sur des jours ouvrables. Donc, le congé de naissance doit débuter soit dès le jour de la naissance, soit le jour ouvrable suivant. Étant donné que le dimanche n'est pas un jour ouvrable, le congé de naissance ici débute à compter du 4. Donc le 4, 5 et 6, nous avons le congé de naissance employeur. Le dernier jour de travail est déclaré pour l'indemnisation de la première période obligatoire du 7 au 10 octobre, c'est le 6 octobre et non pas le 3 octobre ou le 2 octobre. Donc là, on est vraiment à la veille de la première période indemnisée par l'assurance maladie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons notre salarié, notre agent, pardon, qui reprend son activité professionnelle sur la semaine suivante du 11 au 17 octobre et il va de nouveau reprendre une fraction de congé paternité d'un minimum de 5 jours. Je vous rappelle, c'est un minimum de 5 jours pour la deuxième et la troisième fraction à compter du 18 octobre et là jusqu'au 24 octobre. Donc quel est le dernier jour de travail que nous allons enseigner? Simplement la veille, c'est-à-dire le 17 octobre. Donc il y a bien ces deux règles à retenir. La première, la veille de la première période obligatoire et en cas de fractionnement, donc ça sera la veille de chacune des fractions restantes. Un petit focus sur le congé paternité également, sur les démarches que vous allez faire. Au moment où vous allez envoyer le signalement d'arrêt DSN avec le bon dernier jour de travail et la bonne date de fin prévisionnelle, qu'est-ce qui va se passer? Ça va envoyer non seulement l'attestation de salaire paternité à l'assurance maladie, mais pas que. Ça va également envoyer les périodes à indemniser à l'assurance maladie, parce qu'au moment où vous envoyez votre attestation, à la base, la CPM n'a pas connaissance des dates. Donc c'est la date du dernier jour de travail et la date de fin prévisionnelle que vous allez renseigner, on va y venir après à la date de fin prévisionnelle, ce sont ces deux informations qui vont conditionner la transmission des périodes de congé paternité à l'assurance maladie. Donc, toute erreur sur le dernier jour de travail et sur la date de fin prévisionnelle entraînera une erreur des dates auprès de l'assurance maladie pour l'indemnisation du congé paternité. Donc c'est pour ça que c'est très important, c'est vraiment capital de ne pas se tromper sur les dates du congé paternité. Sinon, on vous demandera une attestation non seulement rectificative, hein, s'il y a une erreur sur le dernier jour de travail, mais aussi de renseigner de nouvelles dates, notamment par le compte entreprise ou de contacter le 36 79 pour, on puisse vous accompagner sur la correction des dates. On va poursuivre sur le dernier jour de travail avant de passer aux prochaines rubriques du signalement d'arrêt de travail. D'autres exemples au niveau de l'accident du travail, avec un premier cas où un sinistre a lieu le 5 octobre. Quel est le dernier jour de travail à renseigner? Ça sera le 5 octobre. Même si le médecin a prescrit l'arrêt à compter du 5, le dernier jour de travail sera le 5 octobre. L'indemnisation débutera à compter du 6. Ça vaut également pour les accidents de trajet. Un autre cas de figure où cette fois-ci, donc le sinistre a bien eu lieu le 5 octobre, mais notre agent était en capacité de poursuivre son activité le 6 et le 7, quand bien même la journée du 7. En fin de journée, il ne se sentait pas en capacité de poursuivre le lendemain, donc il va voir ce médecin qui lui prescrit un arrêt de travail à compter du 8. Donc là, quel est le dernier jour de travail à renseigner? Ça ne sera pas le 5, mais ça sera le 7, puisqu'il a effectivement travaillé le 6 et le 7. Donc là, on a quand même deux cas de figure. Un petit rappel au niveau de l'envoi de l'attestation de salaire accident de travail, maladie professionnelle. Qu'est-ce que ça produit chez nous en assurance maladie? Ça va envoyer donc une attestation AT-MP, mais aussi et de manière totalement, automatique et de manière totalement transparente pour vous, employeur, une attestation qu'on va dire fictive, une attestation de salaire maladie qui va nous permettre, de payer une indemnité journalière provisoire, le temps, d'avoir une décision sur le dossier de risque professionnel. Puisque pour ne pas léser, votre agent, qui a eu un accident de travail, une maladie professionnelle, on va pouvoir justement avec ce flux fictif, on va dire cette attestation provisoire maladie,
au moins payé sur la base d'un arrêt maladie. Et si toutefois le risque professionnel est reconnu, donc là, à ce moment-là, on pourra régulariser avec l'attestation DSN au motif ATMP reçu. Donc là encore, un grand avantage d'utiliser le signalement d'arrêt DSN au motif accident de travail, maladie professionnelle. Donc voilà pour la partie du dernier jour de travail. On va poursuivre sur les autres informations capitales à compléter au moment où vous envoyez ou vous faites votre signalement d'arrêt de travail DSN. Donc, quelles sont ces informations? Donc, la date de fin prévisionnelle. La date de fin prévisionnelle, c'est une information qui n'apparaît pas sur le CERFA de l'attestation de salaire. C'est une information propre et interne à l'employeur, au logiciel de l'employeur. Ça va simplement dire, bah, voilà, mon salarié n'est plus en arrêt de travail, ou du moins j'ai un arrêt de travail qui va jusqu'à telle date. Donc pour le moment, je mets la date de fin prévisionnelle jusqu'à cette date-là. Donc, toutefois, si votre salarié vous envoie une prolongation d'arrêt de travail, je ne vais pas renvoyer un nouveau signalement d'arrêt de travail puisqu'on a déjà reçu un signalement, mais je vais simplement enregistrer, modifier la date de fin prévisionnelle de la prolongation d'arrêt dans votre logiciel. Un exemple, vous avez un arrêt de travail du 10 mars au 13 mars. Vous mettez une date de fin prévisionnelle au 13 mars, et puis le 13 mars, votre agent vous envoie une prolongation qui va jusqu'au 19. Donc vous ne renvoyez pas de nouveau signalement, vous allez simplement mettre une date de fin prévisionnelle au 19. C'est la seule démarche à effectuer. En revanche, donc, on va avoir la date de reprise de travail. La date de reprise de travail, c'est pour clore finalement une période d'absence dans votre logiciel de paye pour un agent concerné. Donc la date de reprise, vous allez pouvoir aussi renseigner le type de reprise, s'il s'agit d'une reprise normale notamment, il faudra bien renseigner. Si vous ne le faites pas, l'assurance maladie recevra aux alentours de 4 mois et demi, 5 mois, un flux supplémentaire qui va nous indiquer que l'agent est toujours en arrêt de travail, alors que finalement on ne reçoit plus de prolongation d'arrêt de travail. Donc c'est important quand même de bien renseigner cette date de reprise. En termes de reprise, on a une reprise très importante pour l'assurance maladie. C'est une information cette fois-ci qui va apparaître sur le CERFA d'avis d'arrêt de travail, c'est la reprise anticipée. La reprise anticipée, elle va simplement nous permettre de stopper le versement des indemnités journalières. Donc en fait, on va vous demander de faire cette reprise anticipée dès que vous en avez connaissance, forcément, mais le plus tôt possible. Un agent qui a un arrêt de travail jusqu'au 13, si aujourd'hui le 12, il est en capacité de reprendre son activité professionnelle, dès que vous avez connaissance de cette information, vous renseignez, vous envoyez un signalement de reprise anticipée. Ça va permettre de stopper le paiement des indemnités journalières et d'éviter surtout des indus, des régularisations postérieures sur le dossier. Donc ça, c'est une première chose très importante. En découle une seconde tout aussi importante, je vous l'avais dit, donc la subrogation. La subrogation, il faut bien comprendre que la subrogation ne doit jamais être limitée aux périodes d'un arrêt de travail initial. On va vous demander de mettre les dates maximum en fonction de la pratique de paye de votre établissement, en fonction de ce qui est stipulé dans un décret, en fonction du statut de l'agent, de son ancienneté. Il y a plein de conditions en fonction vraiment de la pratique générale de paye de l'établissement. Donc, on va y revenir après. Vous allez indiquer les dates maximum. Donc, un arrêt du 10 au 15 mars, on ne met pas une subrogation du 10 au 15 mars. Pourquoi? Parce qu'en cas de prolongation, si vous mettez une fin de subrogation au 15 mars, à compter du 16, l'agent peut très bien percevoir des indemnités journalières. On va y revenir après. Donc, vous mettez oui ou non pour la subrogation, les éventuelles dates, et on vous rappelle qu'un SIRET égale un RIB. Le RIB est déjà enregistré dans votre logiciel de paye, donc vous n'avez pas toute cette saisie que vous connaissez à faire sur une nette entreprise au niveau des coordonnées bancaires. Donc un focus sur la subrogation, la différence entre le maintien de salaire et subrogation, simplement pour vous dire que nous, on n'a pas connaissance des informations que gère l'employeur au niveau du maintien de salaire, c'est-à-dire si l'agent est en plein traitement, est en demi-traitement ou est à zéro traitement. C'est vraiment une notion propre à l'employeur. L'assurance maladie n'a pas de droit de regard sur le maintien de salaire et n'a pas de droit de regard aussi sur les demandes de subrogation que transmet l'employeur sur le signalement d'arrêt de travail DSN ou sur l'attestation de salaire. Simplement, nous, on va se cantonner à votre demande de subrogation. Vous ne demandez pas de subrogation, on verse les indemnités à l'agent. Vous demandez une subrogation, on va verser les indemnités journalières à l'organisme de service public.
Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en cas de renaissance des droits d'un de vos agents, si au cours de son arrêt de travail, il a de nouveaux droits et à la subrogation, vous allez pouvoir effectuer au plus vite un signalement d'arrêt de travail, annuler en place pour remettre en place la subrogation. Ça, après, ce sont des cas, je dirais, au cas par cas à traiter par la caisse. Un exemple au niveau de la subrogation, avec un arrêt de travail du 16 au 30 avril pour lequel vous envoyez une attestation de salaire en signalement d'arrêt de travail DSN avec un dernier jour de travail, donc au 15 avril, la règle générale ici s'applique. Vous demandez une subrogation du 16 avril au 16 avril 2026 au 15 avril 2029 pour une durée de 3 ans. Donc là, la démarche, elle est parfaitement effectuée. Puis, au cours du mois de mai, une prolongation d'arrêt de travail vous est remise par votre agent du 1er au 31 mai. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas transmettre de nouveaux signalements d'arrêt DSN. Pourquoi? Puisque vous avez déjà envoyé un signalement initial avec des dates maximum de subrogation. Vous allez simplement modifier ce qu'on a vu tout à l'heure, la date de fin prévisionnelle dans votre logiciel de paye pour dire bah, mon agent est toujours en absence, donc je modifie la date d'absence dans mon logiciel, mais je ne modifie pas, je ne renvoie pas un nouveau signalement. Donc ça, c'est vraiment très important. On ne limite jamais la subrogation aux dates de l'arrêt de travail. Donc pour terminer sur les anomalies qu'on peut rencontrer le plus souvent de manière générale en DSN, comment éviter ces anomalies? Comment éviter, finalement les comptes rendus métiers invalides ou les bilans KO? On va vous dire, par la suite ce qu'est un bilan KO. Le salaire établi est erroné ou est absent. Donc là, ça sera vraiment assez technique et pour cela, on vous demandera de faire une attestation de salaire rectificative par Net Entreprise et de revoir le paramétrage de votre logiciel de paye avec votre éditeur. Si votre éditeur ne vous donne pas le feu vert à ce moment-là, on vous dira effectivement peut-être que dans un premier temps, le temps que tout soit à jour côté éditeur, faites une saisie sur Net Entreprise s'il y a vraiment un atypisme, alors soit sur un agent ou soit sur une problématique de salaire établi uniquement, hein. Vous pourrez continuer les signalements d'arrêt de travail si d'autres agents ne sont pas concernés par cette problématique. Donc le dernier jour de travail, eh bien, on l'a vu ensemble, hein, donc attention à la notion de dernier jour de travail. Également, nous l'avons vu ensemble pour les attestations de salaire d'arrêt de plus de 6 mois. Donc c'est un flux hein, qui est envoyé si vous n'avez pas alimenté la date de reprise réelle dans votre logiciel de paye. C'est pas une anomalie en soi, mais c'est quand même une information qu'il faut faire dans votre logiciel. Nous, on reçoit un flux supplémentaire, donc ça vient charger un petit peu plus notre système d'information à tort. Et puis, de manière générale, vous envoyez un signalement d'arrêt de travail DSN, alors ça ne sera pas utile de faire une saisie complémentaire ou supplémentaire ou une nouvelle saisie sur Net Entreprise, sauf sur demande express de l'assurance maladie, sauf pour rectifier par une attestation rectificative à cocher à l'étape 4 sur Net Entreprise. Donc on reste uniquement sur un signalement d'arrêt de travail DSN unique. Donc toutes ces informations ont été complétées au moment du signalement et vous allez donc envoyer le signalement avec votre logiciel de paye. Au moment où vous allez valider, ça va partir automatiquement vers le système d'information DSN qui va lire ce signalement d'arrêt de travail et rematérialiser l'attestation en caisse. Pour autant, certains éditeurs de logiciels n'ont pas forcément ce type de technique au niveau du signalement d'arrêt de travail DSN et proposent une extraction, d'une enveloppe, au format .dsn très généralement. Cette enveloppe qui contient donc toutes les données de votre signalement et qui a aussi récupéré, finalement des données, de la DSN mensuelle. Cette enveloppe va devoir être déposée sur Net Entreprise. Alors à quel endroit? Donc quand vous vous connectez avec, vos, identifiants, que vous soyez administrateur ou déclarant au niveau du profil, au niveau du compte Net Entreprise, vous avez cette page d'accueil et vous avez ce menu DSN régime général. Pour ceux qui n'ont pas accès à ce menu, soit vous pouvez, vous rapprocher de votre administrateur, soit vous avez ici le menu gestion, dans votre espace entreprise et ici vous allez pouvoir, habiliter votre établissement à ce service, qui est vraiment capital pour, l'utilisation de la DSN mensuel, mais aussi du signalement d'arrêt de travail DSN. Donc vous allez cliquer sur DSN régime général. Vous allez avoir cet écran qui va apparaître
avec les différents menus, alors historique des échanges, récapitulatif, dépôt d'un nouveau fichier, services complémentaires, etc. Vous allez bien cliquer sur signalement d'événements dans la partie récapitulatif et vous allez pouvoir déposer votre fichier. Et une fois qu'il est déposé, vous envoyez et donc la plateforme DSN va l'analyser dans un premier temps. Parce qu'on va voir par la suite que parfois, l'assurance maladie ne reçoit pas tous les flux et il y a une bonne raison à cela. Donc une fois que l'assurance maladie a reçu le signalement d'arrêt de travail DSN, ou si vous vous rendez compte il y a une erreur au niveau de ce signalement, eh bien, au niveau du dernier jour de travail ou de la subrogation, eh bien, vous pouvez effectuer un signalement annuler en place. Alors attention, certains éditeurs de logiciels n'ont pas forcément développé cette fonctionnalité. Donc vous pourrez renvoyer simplement un nouveau signalement si la souplesse du logiciel de paye vous le permet. Si toutefois vous rencontrez une anomalie, d'une donnée qui est liée à la DSN mensuelle, pardon, que ça soit une donnée liée au salaire, à l'activité de l'agent, à son contrat de travail, à ce moment-là, on vous invitera directement à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour revoir le paramétrage et pour transmettre, un signalement conforme pour les prochaines fois. Donc voilà le message qu'on souhaitait vous faire passer aujourd'hui, c'est envoyez vos attestations de salaire en DSN parce que non seulement vous aurez un paiement plus fiable, mais aussi plus rapide des indemnités journalières. Vous aurez moins de saisies à faire, vous allez gagner du temps. Vos démarches en général vont être simplifiées. Vous allez de cette manière sécuriser, fiabiliser toutes vos obligations sociales, légales. Et puis, dernière information, le temps partiel thérapeutique, que ça soit en maladie ou en accident de travail maladie professionnelle, lui, n'est pas opérationnel. En DSN, c'est une saisie sur Net Entreprise. Et je vais passer la main à Anita pour la suite au niveau du tableau de bord DSN. Oui, merci Anthony. Alors, votre tableau de bord donc, est un outil essentiel de votre suivi. Il est donc important de l'ouvrir donc, pour consulter les informations liées au déclarant et déposer une DSN mensuelle ou un signalement d'événement, comme vient de vous en parler Anthony, et consulter donc, les retours d'informations comme les certificats de conformité, bilan de traitement, et consulter également les comptes rendus métiers. Et enfin, il vous permet d'effectuer le suivi de l'état des DSN mensuels et des signalements d'événements. Alors veillez à vous y rendre quand même régulièrement car les bilans de traitement ne sont accessibles que pendant 3 mois. Alors comment accéder à son tableau de bord? Donc, comme l'a dit Anthony tout à l'heure, il faut donc vous rendre sur Net Entreprise avec vos identifiants et vous cliquez donc sur le carré jaune DSN régime général. Ensuite, vous cliquez donc sur signalement d'événements. Par défaut, donc, vous avez le tableau de bord qui s'affiche avec les 15 derniers jours. Donc, si vous souhaitez consulter l'historique, il vous suffit juste de cliquer sur Afficher tout ou sélectionner et vous modifiez les dates. Et enfin, vous cliquez donc sur la première loupe qui s'affiche en bas à droite. Ensuite, donc, vous avez donc une autre loupe qui s'affiche en bas. Donc, vous avez juste à cliquer dessus pour visualiser le bilan de traitement. Ensuite, vous pouvez lire le compte-rendu en accédant donc sur le bilan de traitement. Et donc, c'est ici que vous allez avoir les notifications qui vous sont envoyées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Donc, dans le cas que l'on a ici, vous avez un bilan KO et c'est un problème de salaire erroné. Alors, le certificat donc, de conformité atteste du bon formalisme de la déclaration. Il ne garantit pas le bon traitement par l'assurance maladie et ne signifie pas que l'ensemble des données soit correctes. Et donc, consultez impérativement l'ensemble des bilans de traitement, surtout si le compte-rendu est disponible avec notification. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, les bilans ne sont accessibles que pendant 3 mois. Donc, pour vous aider, il existe 3 types de bilans. Donc, à la question, l'attestation de salaire est-elle réceptionnée par l'assurance maladie? Donc, si le bilan est OK, la réponse est oui, on l'a bien reçu. Si le bilan est KO, la réponse est oui aussi. Par contre, si le bilan est anneau, la réponse est non. L'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation de salaire.
Alors, pour quel bilan vous recevez un compte-rendu métier par mail de l'assurance maladie? Donc, si vous avez un bilan OK, la réponse est oui, le compte-rendu métier sera valide ou en cours de traitement. Si le bilan est KO, la réponse est oui, mais le compte-rendu métier sera invalide. Et en cas donc de bilan anneau, l'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation de salaire, donc elle ne pourra pas traiter votre dossier. Alors, que devez-vous faire pour chaque bilan? Donc, si le bilan est OK, vous n'avez pas d'action à mener. L'attestation est correcte, mais attention, il faut lire quand même ce compte-rendu, car on peut vous informer que l'on n'a pas reçu l'avis d'arrêt de travail de votre salarié. Si le bilan est KO, donc vous êtes informé de l'anomalie rencontrée et une action est nécessaire donc de votre part. Exemple, si vous êtes trompé sur un dernier jour de travail, donc là, il faudra refaire une attestation. Et en cas donc, de bilan en anneau, l'assurance maladie donc, n'a pas reçu l'attestation de salaire. Une action donc, est nécessaire de votre part, soit revoir le paramétrage, comme pour l'exemple noté d'une DSN mensuelle qui était manquante, et donc votre système n'a pas pu générer l'attestation de salaire. Et ce message, vous l'avez sur votre tableau de bord. Il est conseillé d'utiliser donc le site Net Entreprise pour refaire l'attestation de salaire. Alors voici comment sont indiqués les bilans de traitement dans le tableau de bord pour vous donner donc quelques exemples. Donc pour un bilan OK, donc voici voilà comment il se présente, où là on vous informe que le paiement donc de l'arrêt de travail est en cours et que s'il y a des prolongations, donc ils seront payés tous les 14 jours. Pour le bilan KO, donc là on a un problème de dernier jour de travail qui n'est pas cohérent avec la prescription de repos que l'on a reçue. Et donc pour un bilan anneau, donc comme l'exemple de tout à l'heure, voilà, donc c'est une catégorie bloquante, donc on n'a pas du tout reçu d'attestation, car il manquait une DSN pour pouvoir générer cette attestation. Donc si vous réceptionnez un bilan KO, que devez-vous faire? Eh bien, il faut saisir une attestation rectificative. Si l'anomalie porte sur le risque maladie, maternité, paternité ou accident de travail, ou le dernier jour de travail, ou bien la subrogation. Dans ce cas, vous devez saisir un nouveau signalement d'arrêt de travail DSN, annule et remplace. Si par contre l'anomalie porte sur les salaires, primes, éléments de la DSN mensuelle, vous devez saisir donc une attestation de salaire rectificative, mais sur Net Entreprise. Si vous réceptionnez un bilan anneau, vous devez saisir une attestation de salaire. Le plus souvent, donc, c'est un problème de paramétrage, donc vous devez la saisir, cette nouvelle attestation, sur Net Entreprise. Et bien sûr, donc revoir avec votre éditeur de logiciel de paie le paramétrage de votre DSN. Alors, lorsque l'assurance maladie donc, reçoit votre signalement d'arrêt de travail en DSN, vous recevez un compte-rendu métier par mail, donc celui que vous avez enregistré dans votre logiciel. Donc, vérifiez bien que ce soit le bon pour pouvoir bien avoir accès à ces comptes rendus. Il existe donc 3 types de comptes rendus. Le valide, comme vous pouvez le voir ici. Celui qui est en cours de traitement, donc on a bien votre attestation, mais elle n'est pas encore traitée. Et donc le compte rendu invalide, où là, il peut manquer des pièces complémentaires et vous recevez, donc on vous explique ce que vous devez nous renvoyer. Il est donc également important de vérifier donc l'adresse mail enregistrée dans Net Entreprise pour être sûr de recevoir les comptes rendus lorsque vous êtes obligé de refaire l'attestation par ce biais. En subrogation, donc, il y a 2 façons d'accéder aux services bordereaux de paiement des indemnités journalières que l'on appelle BPIJ. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, depuis votre tableau de bord, il suffit donc d'accéder au BPIJ. Ou alors, depuis le compte entreprise, un lien est accessible à condition d'être inscrit à l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières. Donc, il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants Net Entreprise, d'aller sélectionner le compte entreprise, ensuite sélectionner saisir une attestation de salaire et accéder au bordereau de paiement. Et donc, vous allez sur bordereau de paiement après avoir coché la petite case qui est juste en dessous.
Et donc voilà, cette page, s'affiche pour les bordereaux. Donc les organismes de service public peuvent suivre leur, décompte de donc leurs bordereaux en cas de en cas seulement, pardon, de pratique de la subrogation. Mais normalement, vous avez l'habitude de l'utiliser. Donc il vous suffit, voilà, de mettre votre SIRET. Alors normalement, comme vous êtes sur votre compte, il s'affiche automatiquement. Évitez de sélectionner les CPAM car vous pouvez avoir des agents des départements autour. Donc là, en ne le sélectionnant pas, ça vous permet d'avoir vraiment tous les décomptes reçus des différentes CPAM. Et ensuite, mettre la période que vous souhaitez rechercher. Et donc, vous avez vos décomptes en ligne. Alors, pour résumer, voilà ce qu'il faut retenir concernant la DSN. Donc, il faut signaler tout arrêt, même pour un jour, à chaque changement de risque, que ce soit maladie, maternité, paternité, accueil de l'enfant, accident de travail, ainsi qu'à chaque changement de période. Par exemple, comme par exemple pour le congé paternité. Et pour les arrêts justement d'un jour, c'est important de faire un rappel à vos salariés que tout arrêt de travail doit être adressé dans les 48 heures, même s'il n'y a que un jour, 2 jours, 3 jours, c'est une obligation de l'assurer. Il faut donc vérifier le bon paramétrage de votre logiciel de paie. Saisissez uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation. Pensez à vérifier le tableau de bord DSN et consultez donc surtout les comptes rendus métiers transmis par mail et corriger une erreur s'il y a besoin. L'attestation de plus de 6 mois est envoyée en automatique depuis votre logiciel de paie. Donc faites bien attention, voilà, rentrez bien les dates de reprise pour pas que l'on reçoive à tort ces attestations de plus de 6 mois. Donc voilà, on en a fini donc avec cette présentation sur la DSN. Maintenant, je vais vous parler donc des contacts. Donc un seul numéro de téléphone pour rejoindre la caisse d'assurance maladie pour votre salarié, donc c'est le 36 79. Et pour toute question liée à Net Entreprise, vous pouvez contacter le 0806 800 700. Donc le site amélie.fr, rubrique entreprise, est une source d'information pour vous, employeurs. Il permet de connaître donc, les actualités de l'assurance maladie, les informations sur les cotisations, la prévention des risques professionnels et vos obligations et démarches si par exemple les arrêts de travail, les événements familiaux, maternité, adoption ou paternité. Et vous y trouvez également les solutions de prévention de santé au travail. Je vais laisser la main maintenant à Anthony pour vous parler de ce nouveau service qui est aussi au niveau de la plateforme téléphonique. Oui, merci beaucoup Anita. Donc effectivement, comme je l'avais dit en début de webinaire, on avait expliqué le rôle du chargé de relations en entreprise et voilà, on ne traite pas les réclamations, hein, justement le suivi des dossiers d'indemnité journalière. Pour autant, c'est le 3679 qui va s'occuper de cette partie-là. Et peut-être que certains d'entre vous donc connaissent la prise de rendez-vous qui existe au 36 79. Ce qui est nouveau, c'est que depuis environ, on va dire, quelques semaines, voilà, vous avez la possibilité aussi de prendre rendez-vous sur un site. Donc c'est le site que vous avez, ici à l'écran. Donc c'est le site Clic Rendez-vous qui vous permet en fait, à partir du moment où vous avez, des multi-demandes, donc à minima 3 dossiers, d'indemnité journalière à suivre. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne et vous aurez un échange avec un téléconseiller expérimenté. Donc, ça vous permettra d'avoir voilà, un accompagnement un petit peu plus personnalisé, efficace aussi. Donc, ce portail, il est directement accessible via ce lien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous choisissez le créneau qui vous intéresse. Alors, la seule condition, c'est de créer un compte à la première connexion. Et en quelques clics, voilà, vous sélectionnez le créneau qui vous plaît. Vous aurez une confirmation et un rappel par mail quelques heures avant le rendez-vous. Vous pouvez aussi moduler, modifier à tout moment ou annuler le rendez-vous. Donc préparez bien en amont, hein, comme vos appels téléphoniques au 36 79, les numéros de sécurité sociale, les éventuels numéros SIRET si vous en avez plusieurs
que vous gérez, si vous avez différentes structures, les dates des arrêts de travail, si vous avez connaissance des démarches qui ont déjà été faites par vous ou vos collègues, si vous avez bien accès au téléservice. Donc voilà, c'est un service qui existe pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous soit au 36 79, soit par le biais de ce site-là. On a une question, j'anticipe les questions, on a une question mardi. Est-ce que je crée un compte par gestionnaire RH dans mon établissement? C'est au bon vouloir, en fait. Tout dépend de votre organisation. Soit vous pouvez créer un compte pour votre structure. Comme ça, vous voyez aussi les rendez-vous de vos collègues. Vous avez les rappels par mail sur une boîte peut-être générique. Ça peut être aussi pratique. Ou alors, vous avez peut-être deux services complètement différents qui vont gérer un portefeuille d'agents pour l'un et un autre portefeuille d'agents pour l'autre. Donc peut-être qu'à ce moment-là, c'est intéressant de créer deux comptes. Donc voilà, après, c'est au bon vouloir de l'employeur au niveau de l'organisation. Donc il n'y a pas de restriction à ce niveau-là.